Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être venus nombreux. Alors ce soir, nous allons parler de Bash dans cette conférence intitulée Le couteau suisse du développeur. Alors je me présente, je m'appelle Laurent, j'ai travaillé pas mal de temps pour Etsy et j'ai été craftsman chez Comet Meetings. Et depuis quelques mois, je suis CTO chez Used. Alors, je suis CTO, mais je vous rassure, je code encore 95% de mon temps. J'espère que ça durera encore longtemps. Alors, je vais juste en profiter pour faire un peu de publicité pour Used, parce qu'on est une toute jeune start-up. Notre ambition, c'est de devenir vraiment the place to go quand il va s'agir d'acheter ou de vendre du mobilier ou de l'électroménager d'occasion. Alors, pourquoi Bash? Parce que c'est vrai que Bash, c'est quand même un langage, c'est plus qu'un langage, mais qui a plus de 30 ans. Il y a des choses super sexy, il y a une conf à côté sur Prometheus. Alors, ce qui m'a vraiment inspiré et donné envie de faire ce talk, c'est parce que je me suis rendu compte, en fait, un jour, que Bash, c'était le seul langage qui m'a suivi tout au long de ma carrière. Alors j'ai les cheveux gris, vous imaginez, voilà, je suis pas tout jeune, mais il y a 20 ans, je faisais déjà du bash. Aujourd'hui, je fais encore du bash, et entre les deux, j'ai pas arrêté de faire du bash. Alors, est-ce que c'est un hasard? Je pense pas, parce que déjà, vous êtes nombreux à être là. Et ensuite, ça va être disponible partout, le bash, et partout par défaut. Sur vos environnements de développement, vous soyez sur Linux, sur Mac, même j'ai entendu dire sur Windows avec WSL2, c'était aussi dispo. Sur votre CI, si vous avez du Jenkins qui tourne sur du Linux, vous allez avoir accès à du Bash, Travis CI, GitHub Action, et ça va aussi être dispo sur vos serveurs de prod s'ils tournent sur Linux. Alors, les objectifs ce soir, ils vont être doubles. D'abord, je vais vous montrer quelques outils qui vont vous permettre de coder avec Bash en toute sérénité. Parce que je ne vais pas vous mentir, vous le savez déjà peut-être, Bash, c'est pas le langage le plus simple. Il a une syntaxe qui est quand même très particulière, et surtout, il y a des pièges. Mais surtout, j'aimerais vous donner envie de coder en Bash de la même façon que vous codez quotidiennement avec votre langage. Et je vais même vous dire, on peut même faire des tests avec Bash. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, c'était le provisioning de vos environnements de développement. Alors, qui n'a pas passé des jours, voire des semaines, avant d'avoir une machine de dev qui fait tourner toute la stack? Moi, ça m'est jamais arrivé. Il m'a toujours fallu beaucoup de temps pour installer ma stack et des outils. Alors, on peut passer par un petit script bash qui va juste faire deux choses là dans notre cas pour vous montrer. Première ligne, on va installer Homebrew, qui est un package manager pour votre Mac. Et puis avec Homebrew, on va installer un utilitaire qui s'appelle JQ, qui est un parseur de JSON. Alors ça c'est bien, mais quand on va rajouter d'autres outils, alors on peut installer Zoom, on peut installer Slack, on peut installer Zeppelin, etc. etc. À chaque fois que je vais exécuter mon script, j'ai pas envie en fait qu'il essaye de me réinstaller Homebrew, JQ, etc. etc. Donc ce que je voulais vous montrer, c'était comment est-ce qu'on pourrait écrire juste un petit script qui va installer une application uniquement si elle n'est pas déjà installée. Alors, c'est bon, vous voyez bien, ouais. Alors pour ce faire, je vais créer une petite fonction que je vais appeler install. Et la façon dont je voudrais invoquer cette fonction, ça serait par exemple install brew. Alors, voilà. Alors, en bash, pour récupérer une variable, on est obligé de dire assign dans la variable command l'argument numéro 1 passé à la fonction. Donc ici, brew. Et ce que je vais faire, c'est je vais faire un écho de ma commande
Alors si j'exécute mon script, oui, j'oublie toujours de décommenter ces petites lignes. Donc si j'exécute mon script, là j'ai une erreur super bizarre, ligne 8, command not found, donc je sais pas. Alors, si vous vous rappelez ce que je vous l'ai dit, Bash, il est quand même très pointilleux, question syntaxe. Donc, le premier outil que je vous conseille d'utiliser, il s'appelle shellcheck. C'est un analyseur statique de code. Il va analyser la syntaxe, d'une part, et en plus, il vous aidera en fait à éviter tout un tas de pièges qu'il existe avec Bash. Alors, shellcheck, c'est disponible via Brew sur votre Macintosh, ou si vous êtes sur du Linux ou du Windows, ça s'installe super simplement. Alors ça existe en ligne de commande. Donc là, je fais shellcheck go.sh, et puis là, il me dit, est-ce qu'on voit bien en rouge? Ouais, il me dit, il y a une erreur en rouge, faut enlever les espaces autour du signe égal. Bon voilà, ça franchement, il faut le savoir. Alors, comme je suppose que vous travaillez tous avec des IDE, on peut, sur tous les IDE, hein, que ce soit IntelliJ, même sur Vim, il y a des plugins shellcheck, voilà, qui vont vous permettre d'avoir un feedback super rapide en fait, sur vos erreurs. Sachant que l'exécutable shellcheck, vous allez pouvoir l'intégrer à votre CI pour détecter des problèmes sur vos scripts. Donc si je relance mon coup.sh, voilà, j'ai bien mon retour, ça m'affiche bien Brew. Ok, on va aller un tout petit peu plus loin, parce que là, ce que j'ai envie de faire, c'est de vérifier que l'utilitaire Brew n'est pas déjà installé sur le Mac. Alors pour cela, je vais utiliser un petit programme qui s'appelle Command. Ouais, alors je vais peut-être appeler cette variable app parce que ça sera beaucoup plus clair. Donc, si dans notre corps Brew est installé, eh bien, je vais afficher Brew is already installed. Alors, ce qui est le cas en ce moment, j'ai installé Brew, ok. Si Brew n'est pas installé, alors dans ces cas-là, je vais utiliser vraiment le dynamisme de Bash pour invoquer une fonction dont j'aurais construit le nom. Donc ici, je vais invoquer une fonction qui s'appelle install_brew. Il me suffit du coup de déclarer une fonction qui s'appelle install_brew, dans laquelle je vais juste utiliser la petite ligne qui est fournie par Homebrew, en fait. Voilà. Donc cette petite ligne d'installation, elle télécharge le script d'install avec curl et elle exécute avec bash. Si je relance mon script, il me dit de toute façon la brew est déjà installée. Je peux faire exactement la même chose pour installer JQ. Il me suffira de créer une fonction install JQ. Et pour installer JQ, j'utilise brew, justement, voilà. Je réexécute mon script. JQ n'est pas installé, il me l'installe. Je réexécute une deuxième fois, c'est bon. On peut gagner vraiment beaucoup de temps pour installer des machines pour les développeurs. En 15 minutes, on pouvait installer une cinquantaine d'outils sur une machine de dev, y compris du Docker, etc., générer des certificats SSL. Alors, ce qu'on a vu, là, notre script, il va utiliser des commandes du système, comme la commande command, ou des utilitaires qui sont installés par défaut, comme curl. Donc le bash, il va agir comme une sorte de glue entre ces différents éléments. Si vous avez besoin d'installer des applications un peu plus complexes, comme Docker, vous allez devoir télécharger l'archive, décompresser, puis copier les fichiers quelque part, donc interagir avec le système de fichiers. Du coup, pourquoi est-ce qu'on va utiliser autre chose en fait que Bash pour faire ça? Parce que c'est dans ce domaine-là que Bash excelle. Alors, je vous ai dit qu'il y avait une conf Prometheus à côté.
Je suis allé voir sur le repo de Prometheus, qu'est-ce que j'ai trouvé à l'intérieur? Des scripts bash. Pourtant, ils ont un projet en Go. Ils ont quand même fait le choix de se passer en fait des phases de compilation s'ils avaient fait leur script en Go, enfin leur programme en Go. Le second point que l'on va aborder très rapidement, c'est le déploiement. Alors, je vais aborder ce point plutôt pour vous montrer, non pas ce qu'il faut faire, mais ce qu'il faudrait éviter de faire, en fait. Alors, j'ai sans doute pas eu de chance, mais dans toutes mes expériences, je suis tombé, en fait, sur des scripts de déploiement qui ressemblaient à ça. Donc, peut-être que vous en avez déjà vu, des scripts comme ça. Alors, moi, quand je découvre ça, j'avoue, ça me fait peur. Je comprends pas forcément tout ce que ça fait. Et pour déployer en prod, le problème, c'est que je suis un peu obligé en fait, d'aller voir le développeur qui l'a écrit pour qu'il me donne des explications. Parce que là, je ne comprends pas en fait, quelles sont les intentions. Voilà, il y a des lignes de code assez compliquées. Alors le find, je sais ce que ça fait, ça va chercher des fichiers. Par contre, il y a des options. Tirer prune, voilà, enfin, en plus, il faut aller super loin. Alors, je vous mens pas, hein, c'est un vrai script, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé pour les besoins de ce talk. C'est un script que j'ai découvert lorsque je suis arrivé chez Used. Alors, il n'existe plus, donc il n'y aura pas de faille de sécurité, hein, je divulgue rien. Alors, si vous avez une commande comme ça, alors bien sûr, vous pouvez vous amuser à faire un man find, et puis essayer de lire toute la documentation. C'est très bien, je vous y encourage. Par contre, il existe un autre service, plus simple, qui s'appelle explainshell.com, qui est vraiment le man pages pour les feignants et les feignantes, dont je fais partie. C'est un analyseur de commandes. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous copiez-collez votre commande et il va vous découper en fait votre ligne de bash en fonction des arguments, des options, etc. Donc par exemple, le tiret prune, je ne sais pas ce que ça fait. Vous allez en bas, vous regardez, vous avez l'explication. C'est tiré des man pages, mais c'est complètement contextualisé en fonction de votre besoin. Alors je vous disais, n'écrivez pas, s'il vous plaît, du code comme ça. Alors pourquoi? Parce que dans une équipe de dev, il y aura un dev, deux devs qui vont vraiment oser modifier ou améliorer ce script. Donc vous avez tout votre process de déploiement qui va rester entre les mains de deux devs. Maximum. Moi, en tant que CTO, ça me gêne. J'ai envie que tout le monde puisse toucher en fait à tout, y compris le déploiement. Alors pour ça, il n'y a pas beaucoup de solutions. Peut-être une des solutions, ça serait d'écrire des tests. De sorte à ce que, moi si je ne connais pas le code, je ne comprends pas trop ce qu'il fait, si les tests sont là, je peux le modifier, je serai quand même plus rassuré en fait. Alors le problème récurrent qui existe avec des scripts en bash, c'est qu'un script bash, ça a des effets de bord, nécessairement. Sinon, ça fait rien. Un programme qui n'a pas d'effet de bord, concrètement, il ne sert pas. Hein. Et on sait que tester un programme qui a des effets de bord, ou tester une fonction qui a des effets de bord, c'est un tout petit peu plus compliqué que de tester juste une fonction qui calcule 1 plus 1. Alors comment on teste avec Bash? Parce qu'il y aura pas, vous comprenez qu'il n'y a pas de mécanisme d'injection de dépendance, de mock, etc. C'est ce qu'on va voir juste après. Dans ce troisième et dernier use case. Alors tous les use cases que je vous ai montrés, les deux premiers, c'est des cas réels que je n'ai pas du tout inventés pour les besoins de ce talk. Celui-là aussi, c'est un vrai cas qui est apparu dans l'équipe dans laquelle j'ai travaillé il y a 2 ans. La problématique est la suivante. Je vais pusher mon code en production, sur Clever Cloud en l'occurrence.
Clever Cloud va builder mon application et la déployer. Donc en fait, il se passe un certain temps entre le moment où ma CI va pusher sur Clever Cloud et le moment où mon API, par exemple, est disponible dans la dernière version. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va écrire, en fait, ensemble, un petit test sur une fonction qui va aller vérifier que mon API est bien up en prod, dans la version dans laquelle je l'attends. Pour ça, on va utiliser un petit outil qui s'appelle BATS, qui veut dire Bash Automated Testing System, qui est un vieux projet qui est utilisé en fait, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, c'est utilisé par exemple par Docker Machine, Docker Swarm aussi, donc il y a quand même pas mal d'utilisateurs en fait. Ça s'installe vraiment sur un Debian, apt-get install bats, c'est disponible par défaut sur le repository officiel. Ça s'installe aussi, pardon, avec Brew. Donc, on va d'abord regarder à quoi ressemble un test avec BAT. C'est très simple. Vous avez un test case qui est entouré par ce mot-clé @test. Et à l'intérieur, c'est du bash pur. Vous avez votre condition initiale. Donc ici, on va importer un fichier qui s'appelle isDeployed, qui contient une fonction isDeployed, et c'est cette fonction que l'on va tester et implémenter. Là, il y a l'exécution de la fonction, dans laquelle je passe 2 paramètres. Et là, il y a l'expect. Donc, BADS, ça se présente sous la forme d'un petit programme. Vous pouvez évidemment intégrer à votre CI. Il faut que j'exécute le point BADS. Voilà, là, il me trouve 3 tests qui sont skippés. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une fonction setup et teardown qui seront exécutées avant et après chaque test si vous avez des conditions initiales particulières. Alors, cette fonction isDeployed, donc, ce qu'elle va faire, c'est elle va essayer, en fait, elle va requêter mon API. Et sur une route, par exemple, /API /version, et cette route va me retourner un numéro de version. Donc V1, V2, V3, V4, etc. Dans l'état initial, mon API, elle est en version 1. Je push du code. Le code, lui, il est en version 2. Et je vais donc vouloir vérifier le moment où mon API va bien être, elle aussi, en version 2. Donc, ce que l'on va tester ici, donc en TDD en plus, c'est je veux checker en fait jusqu'à 6 fois que mon API elle est bien en version 2. Donc ça c'est l'expected. Enfin l'expected version. Et mon test, il vérifie que cette fonction isDeployed va me retourner 6 lignes. Probablement en fait, il faut imaginer à chaque fois qu'on va tester, on va afficher, on va retourner, je suis en train de premier check, deuxième check, troisième check, etc. Et ce que je teste surtout là, c'est que les versions, elles ne correspondent pas. C'est-à-dire qu'au bout de 6 fois, j'ai toujours une API qui me répond en version 1. Alors, là, je vais exécuter mon test, je l'ai deskippé, il est rouge. C'est super, je vais pouvoir commencer à écrire du code. Alors, en TDD pur, j'aurais pu écrire 6 échos à la suite. Là, comme j'ai pas trop le temps, je vais faire une petite boucle. Donc, for i in sec jusqu'à retries.
donne, je vais faire echo check number de Larry. Si je relance mon test, oui, il est toujours rouge. Ah oui, parce que cette fois, le status code de retour, il doit être 2.2. Donc je lui dis juste exit 2. Super, mon test, il est vert. Mon deuxième test case, cette fois, donc là je lance le test, il est rouge. Ce que me dit ce test, c'est je ne dois pas échouer en fait si la version que je déploie correspond à celle à laquelle je m'attends. Donc dans un cas réel, à l'intérieur de la fonction isDeployed, je vais devoir faire un appel vers mon API avec curl. Sauf qu'en fait, j'ai pas envie d'utiliser curl dans mon test. Ça, c'est pas possible, j'ai pas envie de reposer sur n'importe quelle URL distante. Donc, ce que l'on va faire, c'est appeler, invoquer une fonction qui va s'appeler getAPIVersion. Donc là, si je relance les tests, ils passent tous les deux au rouge. Pourquoi? Parce que cette fonction, elle n'existe pas. Alors là, il y a plein de solutions qui existent pour moquer vos appels curl, etc. Je vais juste vous en montrer une. Il s'agit juste de déclarer en fait une fonction, avant ou après d'ailleurs, que vous ayez importé votre fichier, qui contient, donc la fonction isDeploy. Il suffit de dire, bah ça, retourne-moi V1. Ça, à la limite, on pourrait rien retourner du tout, mais je crois que Bash n'aime pas trop les fonctions dont le body est vide. Alors, pourquoi est-ce que... Alors là, le premier test... le premier test, il est passé au rouge. Il est toujours rouge. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... Pardon ? Dollar parenthèse. Où est-ce que vous voyez la dollar parenthèse? C'est gentil de... Non, ça c'est bon. Non, ça ira. Non, il y a un autre souci, mais bon, c'est les effets du live. Pourtant, ma fonction est bien bonne. Je vais être obligé de regarder... le corriger, ouais, c'est ça. Ouais, est-ce qu'il ne faut pas que je la déclare Ah, mais oui, mais en fait, c'est que... Voilà, j'avais juste déclaré la fonction dans le second test, pas dans le premier, voilà. Donc là, juste en redéclarant une fonction, c'est bon. Le test repasse au vert. Ouf. Mais le deuxième test, lui, il est rouge encore. Alors, ce que je vous propose, c'est de le faire passer. Donc, ce que me dit mon test, c'est que si les versions, elles correspondent, je dois sortir avec un status de 0. Donc, là, c'est juste une petite condition à écrire. If API version est égal à l'expected version. Voilà. Alors, exit 0. Cette fois, si je relance mon test, j'ai pas de chance ce soir. Si je relance mon test, ça ne marche pas. Voilà. Merci. Il faut lui donner V2. Il faut que ma fonction getAPIVersion me retourne V2, qui est identique à ce qui est attendu. Je t'engage, toi.
Alors, je ne vais pas faire passer en fait alors, le troisième test parce que je voudrais vraiment garder du temps pour les questions. Mais alors, sachez que en Bash, on peut aussi faire des choses un peu plus complexes, hein. Concrètement, si je veux que ma fonction getAPIVersion, elle me réponde différemment entre le premier et le troisième appel, voilà, en fait, on voit que on peut utiliser en fait un petit peu comme une lambda. On initialise une variable et à l'extérieur de la fonction getAPIVersion et on l'incrémente. Alors, dans la vraie vie, comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser ce genre de fonction? Vous allez devoir créer un autre fichier qui va appeler la fonction isDeploy, enfin qui va importer la fonction isDeployed, et vous allez implémenter cette fonction getAPIVersion en faisant un appel avec curl. Alors, dans cette conf, je vous ai montré qu'on peut coder avec Bash sans trop se soucier de la syntaxe ou des éventuels pièges, parce qu'il y a des outils, laissons aux outils le soin de faire ça. Et je vous ai surtout montré qu'on peut écrire en fait des tests avec Bash. Il y a une sorte de réflexe en fait qui fait qu'on se dit bon franchement c'est du script, c'est du Bash, c'est pas grave, je teste pas. Bon, pourquoi est-ce qu'on teste pas? Ouais, il y a un côté réflexe. Peut-être qu'on se dit il n'y a pas les outils, je sais pas comment faire. Franchement, vous voyez, il y a des outils qui existent, on peut le faire. Maintenant, tout dépend de l'énergie que vous avez envie de dépenser en fait dans vos tests. Moi, la mise en production, je pense que c'est critique. Mais surtout, si vous avez des tests sur vos scripts, c'est toute votre équipe de développeurs qui va pouvoir modifier en fait ces tests. Même ceux qui ne sont pas experts en Bash, même ceux pour qui Bash, ça pas très intéressant, ils pourront le faire. Merci beaucoup. La presse est disponible sur mon GitHub. Vous pouvez flasher le QR code. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ça marche ça? Ouais. Bonjour, merci pour la presse, c'est sympa. Merci. Je voulais savoir par rapport au test, donc là c'est pas mal. Est-ce qu'il y a des frameworks de couverture de code par ces tests-là? Non. Peut-être que c'est trop demandé, mais... mais... C'est peut-être trop demandé par ma connaissance. Okay. Déjà, je pense que s'il y a une ou deux personnes dans la salle qui se met à faire des tests, c'est cool. Mais clairement, la couverture de code, ouais, je laisse. C'est un KPI, c'est un KPI comme un autre. Étant donné que c'est compliqué de tester certains de vos scripts, j'imagine. Franchement, concentrez-vous sur l'essentiel et puis voilà, couverture de code, on verra plus tard. Pas d'autres questions? Merci beaucoup. Ah, si. Ah, il y a une autre question. Alors, la question, c'est en gros, voilà, comment est-ce qu'on peut se former avec Bash, les sources de formation, enfin d'information. Non. Alors, surtout que man, c'est pas Bash, c'est les commandes qui vont être, c'est les commandes de votre système, les commandes Unix-like ou GNU. Si vous voulez vous former avec Bash, je vous conseille déjà de lire du Bash, c'est la première chose. Ensuite, Stack Overflow, franchement, je m'en sers encore. Pour tout ce qui est syntaxe, ouais, je pense quand même qu'il y a des repositories. Je pense à Gruntwork, qui travaille sur du Terraform, qui ont une sorte de gros framework écrit en Bash. Regardez-le parce que vous allez y apprendre plein de choses en fait. Merci beaucoup.
Merci.